Bonjour. Alors voici quelques éléments de correction pour cette première partie du sujet de travaux dirigés sur les valeurs propres, et donc sur le problème de résonance mécanique. Alors on va tout de suite s'intéresser finalement un peu à l'illustration qu'on va faire ici des valeurs propres, à savoir la résonance d'un système d'équations différentielles. Et on va d'abord se concentrer sur une chose élémentaire qui est comment calculer la solution approchée de ce système. Et ensuite, on s'intéressera à savoir comment ici, donc, en utilisant les valeurs propres de A, donner donc une forme particulière au f de t qui est ici, hein, qu'on choisira sous la forme sinus oméga t, où oméga sera donc soit la racine carrée de la plus petite ou de la plus grande valeur propre de la matrice A. Mais donc, on va s'intéresser tout d'abord à la résolution. Donc ici, le système est initialement posé hein, comme un système du deuxième ordre en temps. Donc ça ne fit pas complètement dans Scilab, mais on a déjà été habitué à faire ce genre de choses pour des systèmes, dans le cadre du cours hein, sur les systèmes d'équations différentielles, où on avait des systèmes d'ordre 2 dans R. Alors là, ici, c'est un peu particulier parce qu'on a un système d'ordre 2 dans R2, mais la façon de procéder est vraiment la même. C'est-à-dire que l'on va définir un nouveau vecteur, ici un vecteur qu'on appelle x, dans lequel on va considérer eh bien tout simplement, alors ça c'est complètement arbitraire, mais on le fait de manière à ce que ce soit à la fois arbitraire et pratique. On va définir comme les deux premières composantes de x le vecteur u, d'accord? Donc on se retrouve ici effectivement avec u1, u2. Et puis la deuxième composante, on va tout simplement dire que c'est u', donc la dérivée par rapport au temps de u. Ok? Et donc il est clair que ça va nous donner donc u'1 et u'2 pour les deux composantes suivantes. Donc ce qui veut dire qu'au niveau de... Quand on fera référence par exemple au vecteur x, lorsqu'on sera dans la fonction qui calcule le second membre de notre équation différentielle posée par rapport à x, u ce sera les deux premières composantes de x, et u', la troisième et la quatrième. Donc l'équation différentielle telle qu'elle va être posée dans Scilab, donc elle va être sous cette forme-là. Et donc le second membre, eh bien, ce sera tout simplement... Alors, pourquoi on commence par u'? Si on regarde ici la définition de x, si on dérive x par rapport au temps, d'accord, la première composante, ça sera la dérivée du vecteur u', enfin on va dire les deux premières composantes. Donc c'est pour ça qu'ici, finalement, on retrouve u', ok. Et puis, la deuxième, le deuxième bloc de composantes, on va dire la troisième, la quatrième, de x', ça sera la dérivée par rapport au temps de u'. D'accord? Donc ce sera u seconde. Donc pour obtenir u seconde, comment procède-t-on? On prend l'équation originale, d'accord? Et le a fois u qui est ici, on le passe de l'autre côté, donc ça nous fait moins a fois u plus b fois f de t. Donc c'est ce qu'on retrouve ici sur donc, le deuxième bloc de composantes du vecteur x', c'est-à-dire la troisième, la quatrième composante. Voilà. Et donc là, ici, je rappelais juste tout simplement la convention, qui est donc par convention, U il est composé des deux premières composantes de x et U' des composantes 3 et 4. Voilà, donc il faudra s'en souvenir lorsqu'on écrira cela dans Scilab, c'est-à-dire du genre maintenant. Donc, on va tout d'abord, comme je disais, se concentrer sur la résolution de cette équation différentielle et en prenant un f de t complètement arbitraire, c'est-à-dire on va prendre un sinus oméga t avec un oméga qui est un peu pris au hasard. On prendra oméga à la 1, juste pour faire les tests. Et après, on s'intéressera aux relations entre ce oméga et les valeurs propres de A. Donc allons-y, dans Scilab. Donc on va tout d'abord commencer à écrire notre fonction second membre de l'équation différentielle. Donc ici, ça va calculer la dérivée d'un vecteur qui s'appelle grand X par rapport au temps. Donc on appelle génériquement la sortie d grand X dt, d'accord. Second membre, donc RHS, right hand side, pourquoi pas.
Donc souvenez-vous, toujours premier argument, c'est le temps, et la deuxième, c'est le vecteur de l'équation différentielle. Voilà. Donc première chose à faire, finalement, pour qu'on retrouve un peu nos petits, ben, on va faire en sorte de travailler avec U et avec U' en les récupérant tout de suite. Donc là, les noms sont complètement arbitraires, hein, U', mais bon, ça a du sens par rapport à la structure de notre système d'équations différentielles. Voilà. Donc avec ces deux premières lignes, finalement, on retrouve un peu nos petits, d'accord? Et donc, à partir de là, qu'est-ce que dx par dx dt, d'accord? Bon, bah, si on s'en souvient pas, hop, un petit tour ici. Donc le premier bloc de composantes, c'est U'. Ensuite, c'est moins AU plus B fois F de t. Ah ben, on y va, on écrit ça. Donc U'. Donc on est bien d'accord que U', c'est un vecteur à deux composantes, hein, vecteur colonne. Et donc en dessous, alors une matrice qu'on n'a pas encore définie, mais on le fera après. D'accord, donc moins A fois U, plus alors quelque chose qui a une structure comme ceci, plus B fois sinus oméga t, donc toutes ces constantes-là, on fera en sorte qu'elles soient bien définies au moment où le second membre sera appelé par la macro ici ODE, d'accord? Puisqu'on va pas s'amuser à réutiliser un schéma d'intégration d'équations différentielles qu'on programmerait nous-mêmes, donc là l'idée c'est d'utiliser ODE, par contre, parce qu'on sait maintenant que ça fonctionne assez bien. Donc, on va rentrer les différentes constantes physiques maintenant, pour pouvoir fabriquer la matrice A. Donc, K1 c'est 5, donc la raideur du premier ressort, K2 c'est 10. Les masses, si je me souviens bien, elles sont égales. C'est M1 et M2 qui valent 0,1 kg. Voilà. Les longueurs au repos des ressorts, en fait, elles ne nous servent à rien ici dans les calculs, donc je ne vais pas nécessairement les définir, d'accord? Donc ensuite, la matrice A. Alors, le premier terme, 1, 1, c'est K1 plus K2 sur M1. Donc moi, quand je tape ça, bien sûr, j'ai ma petite anti-sèche à côté, donc je pense qu'il faudrait faire pareil de votre côté, parce qu'on n'a pas forcément facilement les deux documents sous les yeux. Donc ça, c'est sur la première ligne de A. Et donc sur la deuxième ligne, moins K2 sur M2 et K2 sur M2. Le vecteur B qui sert au second membre de notre équation différentielle, donc ça c'est facile, c'est 0, 1 sur M2. Voilà. J'ai envie de dire que là finalement on a presque tout pour résoudre notre équation différentielle. Il faudrait peut-être définir oméga. Alors on va prendre un truc comme ça, juste pour pouvoir faire les calculs, regarder à quoi ressemble la solution. Pour l'instant, ça va nous satisfaire. Et bien ensuite, alors dire quel est l'intervalle de temps sur lequel on résout notre équation différentielle, et en donnant une discrétisation. Alors si je regarde bien dans le sujet, je crois que ça devait être sur 10 secondes. 0,10, puis je sais pas, on va prendre 1000 points pour que le dessin soit correct. Alors vous vous souvenez, hein, c'est pas ça qui va venir contrôler la précision de ODE, hein, puisqu'il y a éventuellement plus de pas qui vont être faits pour assurer la précision par défaut, qu'on ne va pas changer ici. Voilà. Donc, que vais-je faire maintenant? Eh bien, je vais récupérer mon approximation de la solution de l'équation différentielle. Donc la macro ODE en premier argument, comme toujours, la condition initiale. Donc là, c'est vitesse nulle, position nulle. La valeur du temps initial, 0. Le vecteur des temps
où on demande les approximations, et ensuite eh bien, l'identificateur de la fonction salable que l'on a écrite ci-dessus, qui calcule le second membre. Alors normalement ça devrait calculer quelque chose, on va vérifier. Alors, une erreur de syntaxe. Alors, pourquoi donc une erreur de... Ah, regardez, j'ai fait quelque chose d'assez grave ici, c'est que j'ai oublié le crochet pour refermer ici. Voilà. C'est pas forcément explicite comme erreur. Voilà, d'accord, donc il fallait bien refermer ici. Je faisais une concaténation verticale, n'est-ce pas? Alors, on y va. Alors, on a quelque chose qui a été calculé ici. Vérifions qu'il y a quelque chose dans X. Alors, donc ce qui nous intéresse ici, là-dedans, ce sont les approximations du vecteur U au temps successif. Donc vu que U, c'est les deux premières composantes de X, donc ici on s'intéresse vraiment aux deux premières lignes. Donc je vais utiliser, pour représenter ça par exemple, je vais peut-être tout simplement l'extraire. D'accord, je vais dire que U, ce sont donc les deux premières lignes de cette matrice. Voilà. Et puis, je vais le représenter comme ça. On va peut-être effacer l'écran avant. Voilà. Alors, voyons voir. Voilà. Bon, bah, ça nous donne... on voit les deux composants. Donc, en bleu, c'est U1, en vert, c'est U2. D'accord. On peut peut-être améliorer un petit peu le rendu comme ceci pour la vidéo, comme d'habitude. Sur votre écran, c'est peut-être pas nécessaire. Moi, sur le mien, c'est important. Voilà. Bien. Donc, ça a l'air de marcher. On peut s'amuser à changer oméga. Bon, mais c'est pas en tâtonnant comme ça qu'on va trouver les fréquences de résonance. Et on voit bon, que les choses changent hein, suivant la valeur d'oméga. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ah, on sent que pour oméga égale à 4, il peut se passer des choses intéressantes. Ah. Ben, on voit qu'effectivement, pour oméga égale à 5, ça commence à s'amplifier, mais après, ça a l'air de stagner. Alors, si on voulait regarder un peu plus loin, il faudrait augmenter le temps final, comme ceci, par exemple. Voilà. Ok. Bon, voilà comment on peut faire joujou un peu pour l'instant. Un peu en tâtonnant. Alors, c'est pas ça qui nous intéresse ici, c'est de faire joujou. C'est d'essayer de trouver pile les bonnes fréquences, donc les bonnes valeurs de oméga, enfin plutôt de pulsation, pour exhiber le phénomène de résonance. Alors, donc dans le sujet, on vous demande, dans un premier temps, eh bien, tout simplement d'appliquer les deux méthodes que l'on a vues pour approcher les valeurs propres, en l'occurrence la plus petite en module et la plus grande en module, donc d'une matrice. Alors, eh bien, si on veut éventuellement se rafraîchir un peu les idées sur la façon de le faire, on va tout simplement revenir un petit peu peut-être sur le cours, sur la page qui nous intéresserait, comme ceci. Voilà. Donc la méthode de la puissance, ok, c'est quelque chose qui est assez bête comme chou ici, c'est-à-dire ça consiste, vous vous souvenez, eh bien, à itérativement multiplier un vecteur par la matrice A et ce produit de le diviser par sa norme et de recommencer jusqu'à ce qu'on converge. Alors on a vu que la convergence n'était pas forcément simple à vérifier, d'accord, parce que ça peut dépendre surtout du signe de la valeur propre vers laquelle on converge. Donc là, pour l'algorithme de la puissance, le but c'est de converger, si vous vous souvenez bien, vers le vecteur propre associé à la valeur propre de plus grand module. Donc lorsque c'est positif, il n'y a pas de problème, ce sera le cas pour nous. Donc on va déjà s'intéresser à cette chose-là, et puis le test de convergence, on regardera cela juste après. On va faire les choses progressivement. Alors, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir insérer peut-être ici
juste avant l'appel à ODE, eh bien, les quelques lignes de code qui vont être nécessaires pour approcher. Donc on va commencer ici finalement par la recherche de la plus grande valeur propre de A. Et puis donc on prendra comme pulsation la racine carrée de cette valeur propre en essayant d'exhiber donc le phénomène de résonance associé à la plus grande des deux valeurs propres. Alors, pour cela, on a besoin de démarrer avec un vecteur initial qu'on va prendre aléatoire. D'accord, donc là, ça nous donne un vecteur de deux composantes qui sont tirées selon une loi uniforme comprise entre 0 et 1. Donc là, ça va aller. Alors, même si la norme n'est pas, même si le vecteur n'est pas normé initialement, c'est pas très grave pour l'instant. Alors, ensuite, qu'est-ce que l'on va faire? On va faire nos itérations. Donc, comme indice, je vais prendre i. Alors, pour l'instant, on va faire un nombre arbitraire d'itérations et on s'intéressera au test juste ensuite. Voilà, donc je vais délimiter ma boucle comme ceci. Donc, on va d'abord fabriquer un vecteur que j'appelle AX, qui est le résultat du produit de A fois X, donc comme son nom l'indique, AX. Et puis ensuite, le nouveau vecteur X, ça va être tout simplement AX divisé par sa norme. Donc là, par défaut, dans Scilab, quand vous écrivez comme ceci, norme d'un vecteur, vous calculez la norme euclidienne. D'accord? Voilà. Donc, alors, la quantité qui éventuellement converge vers la valeur propre, hein, eh bien, c'est celle qui sert aussi à fabriquer un test un peu intelligent en fait de convergence pour cet algorithme. Pour l'instant, on va juste l'utiliser comme ceci. Donc, dès l'instant où le vecteur x est bien de norme euclidienne égale à 1, si on calcule le produit scalaire donc, du vecteur a fois x avec x, on a vu en cours que cela, c'est une quantité qui convergeait vers la valeur propre. Donc cette quantité, AX, alors c'est un produit scalaire, donc il faut transposer à gauche comme ceci. Ça doit a priori converger vers notre valeur propre. Alors on va faire arbitrairement 100 itérations, a priori c'est largement suffisant. On verra ensuite au niveau en mettant le test de convergence, pour avoir une idée du nombre minimal d'itérations qu'il faut pour avoir donc ici ce qui nous intéresse le plus, à savoir lambda, avec une précision voulue. Donc, et donc pour oméga, je vais prendre la racine carrée de lambda. Donc qui à la fin des itérations, normalement, est une bonne approximation de la valeur propre de plus grand module de notre matrice. Alors normalement, là, je devrais... Ah, je vois quelque chose qui est tout à fait ce qui était attendu. Donc on voit effectivement le phénomène de résonance, donc associé à la plus grande des deux valeurs propres, et on voit bien effectivement que nos deux masses, que les abscisses des deux masses sont bien en opposition de phase. D'accord? Voilà. Alors, si je regarde la valeur de lambda, 228,07, alors on peut regarder le vecteur propre. Donc on s'attend ici à voir, a priori, des composantes qui sont de signes opposés. Donc là, c'est effectivement le cas. Et donc c'est ce qui est associé finalement à ce mode, à cette façon d'être de nos deux masses, c'est-à-dire d'être en résonance, mais en opposition de phase. Donc c'est pour ça que les signes des composantes de X sont opposés. Alors, si on voulait maintenant faire les choses plus, on va dire, rigoureusement, c'est-à-dire ne pas faire de manière complètement bestiale une centaine d'itérations, alors on peut peut-être jeter un œil à ceci. Voilà, donc
la façon finalement la plus simple de tester la convergence, c'est d'utiliser des quantités qui sont déjà calculées quand on met en œuvre l'algorithme, en particulier donc le vecteur a fois xk qu'on a déjà calculé, puisque à une normalisation près, ça va être le vecteur xk plus 1. D'accord. Et puis donc la quantité axk produit scalaire avec xk qui doit converger vers lambda 1. Donc l'idée ici, c'est de faire quoi? Eh bien, c'est de regarder la norme finalement de cette espèce de vecteur résidu qui calcule la différence entre a fois xk et cette quantité qui tend vers lambda 1 fois xk. Donc on sait que si plus xk est proche du vecteur propre associé à la valeur propre lambda 1, eh bien ce vecteur de résidu eh bien, est censé tendre vers 0 en norme. D'accord? Donc il est censé tendre vers le vecteur nul. Donc c'est assez naturel de contrôler sa norme pour décider d'arrêter les itérations ou pas. Voilà. Donc là, le choix du nombre, là, tol, est toujours complètement arbitraire. Donc dans notre programme, je vais tout simplement choisir une tolérance complètement arbitraire. Donc je vais déjà écrire ici donc notre test. Donc là, le vecteur que j'ai appelé ax, qui est égal en fait à a fois x, faites bien attention que la multiplication n'est jamais implicite dans Scilab. Là, ax, c'est vraiment un nom de variable d'une seule pièce. Donc moins la quantité qui est censée tendre vers notre valeur propre, dominante, multipliée par x. D'accord. Et donc si la norme de ce résidu est plus petite, alors on va choisir par exemple 1 10 puissance moins 10, on va interrompre les itérations, comme ceci avec l'instruction break, qu'on a déjà utilisée un certain nombre de fois. Donc là, on ne va pas voir grand-chose de particulièrement différent. C'est juste que là, je vais pouvoir, dans la ligne de commande de Scilab, de regarder la valeur de i. Donc 8 itérations étaient suffisantes. Donc c'est vrai que 100, c'était quand même extrêmement bestial. Mais bon, il fallait bien commencer comme ça. Alors, donc au stade où on en est ici, pour maintenant calculer la valeur propre la plus petite en module, donc pour exhiber le phénomène de résonance, donc cette fois une fréquence ou une pulsation inférieure, donc on sait a priori qu'on devrait voir nos masses en phase cette fois, eh bien il faut qu'on utilise l'algorithme de la puissance itérée inverse. Alors, on a vu en cours que l'algorithme de la puissance itérée inverse, ça correspondait en fait tout simplement à l'algorithme de la puissance à appliquer à la matrice A-1, donc si effectivement cette matrice si la matrice A est bien inversible. Donc dans ce cas, on a vu qu'au niveau de la façon d'écrire cet algorithme, ça consiste tout simplement, alors bien évidemment on ne va pas inverser la matrice A, mais c'est dans la multiplication de A fois X, au lieu de multiplier par A par X, on va faire comme si on multipliait l'inverse de A fois X, ce qui équivaut à résoudre un système d'équations linéaires. Je vais peut-être revenir sur l'algorithme ici. Voilà. Donc ça consiste, l'algorithme, cette fois, à itérer donc un vecteur toujours qui s'appelle xk plus 1, mais qui s'appelle xk, mais qui va être à chaque fois donc le quotient entre un vecteur que l'on appelle zk, qui mathématiquement est égal à a-1 fois xk, d'accord, donc ici, qui est la solution du système d'équations linéaires azk égale xk, donc divisé par sa norme. Donc à part ça, l'algorithme est complètement identique. D'accord? Donc, la seule chose que l'on a à changer, on avait déjà fait une petite démonstration, je crois, en cours, juste en ligne de commande. On va avoir à changer finalement peut-être un seul caractère dans le code qu'on a écrit. Donc faites bien attention. Donc la ligne qui est importante, c'est la ligne suivante. Donc ce qu'on appelle AX, on ne va pas le changer de nom, d'accord? Au lieu que ce soit A fois X,
Donc ça va être l'équivalent de a-1 fois x mathématiquement, c'est-à-dire a divisé à gauche multiplié par x, donc a backslash x, donc qui veut vraiment dire effectivement le calcul de la solution du système d'équations linéaires où la matrice est a et où le second membre est x. Donc on ne touche absolument à rien ici, mais il va falloir faire très attention à quoi? C'est que la valeur propre que l'on va approcher ici, eh bien, cela va être l'inverse de la valeur propre de plus petit module. Donc si on veut, à l'issue de cet algorithme, avoir la valeur propre de plus petit module, il va falloir inverser lambda. D'accord? Donc ici, je vais rajouter la ligne. Alors on a un peu le choix. Je vais le faire ici. Voilà. Donc là, normalement, si j'exécute ce code, je devrais voir ce à quoi je m'attends. Voilà. Donc on voit effectivement une deuxième façon de raisonner. Si je regarde la valeur propre, lambda, donc un b. Donc là, on a quelque chose qui est effectivement plus petit, pratiquement 10 fois plus petit. Le nombre d'itérations, 6 itérations, donc c'était carrément moins pour ça. Le fait que ce soit plus petit, ça ne veut pas dire grand-chose. Enfin voilà, donc faites bien attention, effectivement, vous pouvez revenir en arrière sur la vidéo, sur la façon de transformer donc, notre algorithme de la puissance en algorithme de la puissance inverse. Il y a vraiment très très peu de choses à modifier. En l'occurrence ici, c'est l'opérateur qui est ici. Au lieu que ce soit une multiplication, on l'a remplacé par une division à gauche. Alors, voilà. Donc comme d'habitude, bien évidemment, l'idée est d'être capable d'utiliser ce qui est fourni par Scilab de manière standard, en ayant compris quels étaient finalement les algorithmes un peu sous-jacents, ou à l'origine des algorithmes plus puissants qui sont utilisés dans Scilab. L'idée ici... Alors oui, j'ai peut-être pas regardé le vecteur propre juste avant. Voilà, donc c'est bien en phase, il n'y a pas de problème. Donc je continue. Donc, si on voulait calculer ces valeurs propres sans avoir à réécrire finalement les bouts de code ici pour l'algorithme de la puissance et de la puissance inverse, on aurait dû utiliser la macro Scilab qui s'appelle spec, qui nous renvoie les valeurs propres d'une matrice. Et optionnellement, si on met deux arguments sortis, les vecteurs propres et la matrice diagonale qui contient les valeurs propres sur sa diagonale. Alors, nous, on va juste l'utiliser de manière très très simple. On va peut-être faire une petite démo d'abord en ligne de commande, comme ceci. Voilà. Donc ça nous donne, dans l'ordre ici apparemment croissant, les deux valeurs propres de la matrice A. Donc pour illustrer ce que l'on aurait fait sans avoir eu besoin finalement d'approcher les valeurs propres avec notre algorithme, on va tout simplement rajouter ici par exemple, alors l'appel spec, d'accord. Et puis ici, on va choisir la valeur propre qui nous intéresse. Donc par exemple la deuxième. Voilà, donc ça donne bien la même chose. Et ici, je choisis la première. Voilà. Donc c'est clair que, bon, c'est beaucoup plus compact, c'est beaucoup plus puissant, mais ça a toujours un intérêt extrêmement pédagogique. Quand, par exemple, si on s'intéresse vraiment juste à une valeur propre d'une matrice, et une seule, éventuellement d'une matrice très très grosse, ça sera toujours plus intéressant numériquement et beaucoup plus rapide d'utiliser par exemple l'algorithme de la puissance pour calculer la valeur propre la plus grande d'une matrice, si cette matrice est énorme,
pour ne pas avoir à calculer finalement toutes les valeurs propres de cette matrice, ce que l'on fait ici, et pour n'en conserver qu'une seule, d'accord? Ça sera toujours beaucoup plus simple finalement d'implémenter l'algorithme de la puissance, d'accord, qui est extrêmement simple dans son principe, hein, ce sont des multiplications successives et des normalisations. Ça sera toujours beaucoup plus simple de faire cela si on n'a vraiment qu'une seule valeur propre à calculer, soit la plus grande, soit la plus petite, et bon, il y a énormément d'applications qui n'ont besoin effectivement que d'une seule valeur propre. Donc ça va être le cas d'ailleurs pour l'algorithme PageRank dans la deuxième partie de ces travaux dirigés. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et puis n'hésitez pas si vous avez des questions à utiliser les canaux habituels. Merci.